Alors, cher Baptiste Ranc, je suis très heureux de vous interviewer une fois de plus. C'est un feuilleton à épisode, mes interviews avec la famille Ranc, et chaque fois c'est un plaisir. J'ai mis sur ma page YouTube récemment la grande émission que j'ai faite l'année dernière sur Casse-Noisette, qui est le spectacle qui se joue pour Noël au Parc Montsouris. Alors, peut-être d'abord, je voudrais que vous nous parliez un peu de l'évolution de la fréquentation de votre théâtre et de vos différentes expériences depuis que vous avez repris ce théâtre des Buttes de Chaumont en créant une nouvelle salle sur laquelle j'ai fait une émission l'année dernière. C'était l'été 2009, c'était en juin 2009 que vous avez repris cette salle, je crois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai pu récupérer donc ce petit théâtre de marionnettes qui était en total plein air et donc nous avons fait mettre l'électricité. Ensuite on a commencé avec un grand store en toile pour abriter le public et là l'année dernière on a enfin pu obtenir l'autorisation de construire une salle en dur dans ce joli parc des Buttes de Chaumont. Et la construction de la salle a coïncidé en fait avec de grands travaux de rénovation du parc qui ont été faits exactement en même temps, ce qui fait qu'à présent on a donc un parc neuf avec une salle toute neuve. Donc les spectateurs sont très contents de tout ça, de cette nouvelle configuration. Alors, vous avez, ces dernières années, vous et Michel Horry, créé des spectacles assez importants. Parlons de Peter Pan, de Cendrillon, de Pinocchio. Et là, pour les fêtes de Noël, de votre spectacle actuel, le voyage enchanté du Père Noël, je crois, c'est ça? Voyage magique. Le voyage enchanté, le voyage magique, en tout cas, c'est un voyage. Voilà. et donc aussi, comme je l'ai dit, à Montsouris de Casse-Noisette. Cette année, il y a un nouveau tableau dans votre spectacle, donc peut-être vous pouvez nous parler, nous dire quelques mots de votre spectacle actuel. Alors, ce spectacle du voyage magique du Père Noël, cette année, il a été un petit peu modifié parce que moi j'aime beaucoup le fait justement qu'une histoire soit jamais totalement écrite et d'une année à l'autre de dire on va changer
un personnage, on va changer un ballet ou par exemple là carrément rajouter un acte supplémentaire. Ça faisait assez longtemps que j'avais cette envie-là et donc là en fait c'est tout un passage qui se déroule en fait sur le thème du pôle Nord, donc les enfants aiment beaucoup avec les ours polaires, les pingouins, les bonhommes de neige, ça plaît beaucoup aux petits, donc c'est un passage, c'est le deuxième acte en fait du spectacle et les enfants aiment bien. Voilà. Et vous avez gardé le passage sur les toits? Ah oui, ça c'est toujours ça c'est toujours à la fin du spectacle avec donc les toits de Paris, avec le final, avec le traîneau du Père Noël, les bulles et tout le monde est toujours content de ce final-là alors ce final, il est applaudi à chaque fois. À chaque fois, D'accord. tout le monde applaudit à la fin. Voilà, donc non, je pense que c'est un spectacle qui plaît beaucoup. Et tout comme le spectacle de Casse-Noisette, on essaye toujours avec mon papa pour la période justement des fêtes de Noël de vraiment présenter une féerie en fait qui plaît à tous et où tout le monde peut s'y retrouver, autant les enfants que les grands-parents ou les parents. Généralement, tout le monde passe un moment agréable. Vous concevez vos spectacles un peu en commun, vous et votre papa. Casse-Noisette, vous y avez beaucoup contribué, je crois. Vous avez apporté beaucoup aussi au spectacle. D'après ce que disait Michel Henry, vous avez également contribué en apportant des idées personnelles. Donc il y a tout un échange entre vous et Michel Henry. Oui, après, c'est toujours comme ça. Chacun évidemment a ses idées propres et après donc on met tout ça au point et on s'explique et chacun dit ce à quoi il pense et ça permet justement d'avoir des idées auxquelles parce qu'on ne peut pas penser à tout et ça permet justement d'avoir quelque chose d'assez varié dans la création et après donc bien sûr il y a toute la partie musicale parce que toutes les musiques bien sûr, certaines sont raccourcies. Oui. Après, il y a tout un travail aussi pour que d'un point de vue auditif, pour que ça passe bien et que ça choque pas. Donc, il y a tout ce travail-là en amont, en plus des dialogues, en plus des décors, des costumes, des maquillages. C'est un ensemble de choses. Et après, on essaye toujours, bien sûr, de communiquer sur ce qu'on fait avec nos moyens à nous, donc soit avec le site internet ou alors avec nos petits flyers qu'on donne vos pages Facebook aux aussi, spectateurs ou les pages Facebook. Voilà, c'est un ensemble de choses où on essaye de réunir nos idées à tous les deux. Vous, depuis l'émission de TV5 Monde qui est passée, mais que moi j'ai pas pu la voir en France, alors peut-être que ça, j'en ai vu un extrait sur votre page, mais l'émission en elle-même je l'ai pas vue à la télévision. Peut-être que c'est pas passé en France, j'en sais rien. Alors en fait c'est parce que cette émission elle passait uniquement au Québec. C'est ça. Et moi ils m'ont expliqué que ils pouvaient pas me donner la vidéo parce qu'il y a des histoires de droits. C'est des choses assez compliquées. Ouais. C'est assez étrange. Hein. On vient vous filmer. Oui, c'est pas normal. Et après, ça. on vous dit non. En fait, vous ne pouvez pas avoir la vidéo. Oui, c'est surréaliste. Mais bon, on a eu ce tout petit extrait auquel on a eu droit et puis c'est tout. Donc, mais sinon, c'est toujours agréable d'avoir, vous savez, une équipe de télévision qui vient, qui vous pose des questions. Ah c'est toujours surprenant avec leur caméra, tout leur matériel. C'est toujours de bonnes expériences. Après, ça m'avait beaucoup rappelé la fois de Télématin. Oui. Voilà, et donc ça c'était déjà une première expérience, ce fameux Télématin. On espère avoir prochainement d'autres émissions, peut-être avec M6 ou avec Gulli, pourquoi pas la chaîne des enfants. Ou peut-être avec l'émission Paname sur France 3, ça serait pas mal ça. Peut-être aussi, oui. La télé régionale de la 3, c'est... Ouais. On peut parler de choses peut-être un peu inattendu pour les spectateurs. Par exemple, dans Peter Pan, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rêver parce que je ne sais pas comment vous faites le truc. C'est l'apparition de la fée Clochette. Comment vous faites ça ?
Vous voulez dire la petite lumière, là? Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est un grand secret. Et si je vous le dis. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai trouvé ça un petit peu par hasard. Et j'ai dit, tiens, si on faisait ça, et on s'est rendu compte. Ouais, Michel Henry m'avait dit que c'était vous qui avez eu cette idée. Mais honnêtement, vous savez, quelquefois, c'est mieux de ne pas le dire. De pas savoir. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai, c'est tout à fait surprenant, cette petite lumière qui scintille et qui se promène tout le long de la scène, c'est joli. Et Michel Horry m'avait dit aussi que Nathalie, avec votre maman, avait contribué à la création du crocodile de Peter Pan. Ah oui, bah de toute façon, vous savez, c'est un travail de famille, d'équipe. Oui, ah oui. Là, ma mère, bien sûr, le crocodile, mais également la voix de Wendy, ou par exemple, là on parle de Peter Pan, mais par exemple pour Cendrillon, enfin toutes les princesses, à chaque fois c'est ma maman qui fait ces voix-là. Elle fait aussi la méchante reine dans Blanche-Neige. Elle contribue aussi à 100% à cette aventure-là. C'est évident. Et puis aussi ma sœur Marie qui apporte aussi ses idées à elle. C'est vraiment... Notamment au niveau du Castelet, quand Michel Henry monte le Castelet qui peut se déplacer, qui peut être monté dans différents endroits. Voilà, écoutez, Baptiste, moi ce que je vous proposerais, c'est de m'envoyer une ou deux des musiques, peut-être la musique du nouveau tableau que je pourrais ajouter avec quelques photos. Bien sûr, oui. Et c'était un grand plaisir de faire cette interview et de reprendre mes vieilles habitudes des fidèles interviews de la famille Rank, dont je suis un aficionado depuis toujours, parce que ce que vous faites, moi, ça me fait rêver, ça m'emporte dans un univers qui, dans l'époque actuelle, qui est vraiment tellement déplorable, ça fait un bien fou, vos spectacles, et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui aiment ça aussi, pas seulement des enfants, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui doivent aussi apprécier ça. Je pense à Henri Kefelec, qui était un vieil habitué du théâtre de Montsouris, mais je suis sûr qu'il y a des adultes qui viennent régulièrement voir vos spectacles parce que ça fait du bien. Écoutez, là, depuis le début des vacances, et je vous promets que c'est vrai, ça m'a même surpris, à chaque séance, j'ai un adulte différent qui vient seul. Qui vient seul. C'est ça. Là, tout à l'heure, ce matin, c'était une jeune fille. J'arrive, bonjour, je voudrais une place. Ça me surprend toujours. Mais oui, on a aussi des adultes qui viennent seuls. La personne d'hier, c'était une touriste anglaise qui a trouvé ça incroyable et qui me demandait combien on était en coulisses. Donc oui, bien sûr, ça plaît aussi aux adultes. Et après, on est très content avec mon papa de pouvoir continuer cette tradition donc de guignol dans les parcs et jardins. Et donc là, bien sûr, pendant les vacances de Noël, on est là chaque jour des vacances pour présenter nos spectacles. Et puis après, on peut peut-être donner par exemple les deux sites internet pour si les gens bien sûr. guignol-butte-chaumont.com et guignol-parcmontsouris.com, absolument. Ça, Guignol et le nom du parc concerné, et comme ça vous avez toute la programmation et puis vos pages sur Facebook aussi. Voilà, c'est ça, marionnette du parc Montsouris et le Guignol de Paris pour les Buttes-Chaumont. Incidemment, je tiens à dire que votre Guignol est le seul Guignol qui s'appelle le Guignol de Paris, ce qui est pas rien quand même. C'est le Guignol de Paris. Il s'appelle comme ça depuis 1940 à peu près. Ah ouais. C'est un très très vieux nom et donc ce nom-là est resté en fait. Au début, au départ, il s'est appelé le Grand Guignol. En 1892, c'était le Grand Guignol. Ensuite, après, lors de la Première Guerre mondiale, ça s'est appelé le Guignol de la guerre. Un nom très sympathique. Et après, depuis lors, donc, le Guignol de Paris. Un nom qui est resté. Et c'est vrai que ce nom, il est un petit peu magique parce que il y a le mot Paris dedans, et c'est vrai que ça parle à n'importe qui, puisque vous avez le mot guignol et le mot Paris. Donc c'est vrai que même quelqu'un qui parle pas du tout français,
Oui. comprend que c'est Guignol et que ça se passe à Paris en tout cas. Donc, et c'est vrai qu'on est ici même, il y a beaucoup de familles de touristes en fait qui viennent et je pense que c'est grâce à ce nom-là que ces personnes viennent ici et donc découvrent ce personnage. Donc je suis content de faire découvrir à certains touristes en tout cas le personnage de Guignol. Voilà. Juste une dernière chose que je tiens à dire, c'est que moi, ce que j'apprécie beaucoup dans vos spectacles, c'est que vous jouez toujours en direct. Et je trouve que ça apporte beaucoup. Bon, par exemple, c'est pas pour critiquer un théâtre, mais l'un des plus célèbres théâtres de marionnettes de Paris, toutes les bandes sont enregistrées. Je vais pas citer quel théâtre, vous savez duquel je parle. Mais je trouve que le fait de jouer en direct, ça apporte une interactivité qui apporte énormément au spectacle. Et en plus, l'avantage, c'est que chaque représentation est finalement une nouvelle interprétation. C'est comme c'est du vrai théâtre. C'est comme les comédiens qui jouent sur scène au théâtre. C'est jamais deux fois la même représentation. Ben là, c'est pareil. Et quand c'est des bandes enregistrées, c'est toujours exactement la même chose. Tandis que vous avez une part de création à chaque fois finalement, sans que vous ayez le support d'un texte. Après, pour répondre à ça, si vous voulez, je pense qu'il faut considérer 2 points. C'est que, d'une part, le fait de jouer en direct, c'est vrai, permet l'interaction, permet de rendre tout ça très vivant et que ça change à chaque fois, que à chaque séance, ça ne sera pas pareil. Après, par contre, l'avantage d'un spectacle en enregistré, c'est que dans ce théâtre-là, bien évidemment, la mise en scène a pu être travaillée beaucoup plus que lorsque, si vous voulez, quand vous n'avez pas à vous préoccuper du texte, là vous pouvez vraiment vous consacrer à la mise en scène, Ouais. et donc au fait d'avoir des accessoires, au fait d'avoir une certaine manipulation. Étant donné qu'à chaque fois c'est pareil, vous pouvez beaucoup plus vous concentrer sur tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire avec le direct, puisque c'est différent. Donc je dirais que, si vous voulez, chaque style a ses avantages et ses inconvénients. Je pense que les deux sont valables, et surtout en termes de comment dirais-je, voilà, vous avez vraiment d'un côté l'interactivité. Après, nous aussi, bien sûr, on a toute une mise en scène, travaillée avec toutes sortes d'accessoires. Mais disons que le fait de l'enregistrer permet aussi peut-être, par exemple, plus d'effets sonores, si vous enregistrez des différentes personnes, vous pouvez avoir une plus grande palette de voix. Ouais. Vous pouvez avoir des avantages. Après, je pense que là, après, vous, comme vous êtes un assidu, forcément, vous vous rendez compte de tout ça. Mais peut-être que pour quelqu'un qui va de temps en temps, je pense que la personne ne se rend pas forcément compte de ça. Après, là, c'est plus un œil d'expert, j'allais dire. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je trouve que les deux styles sont valables. Ouais. Ben voilà, merci beaucoup et très bonne année aux auditeurs et voilà. Merci Baptiste. Merci.